100% bien, mesdames, messieurs, le numéro du jour vous conduit dans les dédales de la gestion décentralisée. Lutte pour une gouvernance locale exemplaire sous le régime dit du Bénin révélé. L'ancien maire de la ville de Cotonou en aura payé le prix fort. Interpellé plus d'une fois, puis auditionné dans la foulée, Liali Soglo écopera d'une suspension suivie peu après d'une révocation prononcée en Conseil des ministres. Une procédure inédite qui, jusqu'au bout, aura été des plus controversées. Nous étions en 2017. Le vent de destitution sur fond de mauvaise gestion battait alors son plein. Et presque aucune commune indécée comme malpropre n'y aura échappé. Exception Zanyanando, comme cette commune plutôt du sud Bénin, mission d'audit, rapport accablant d'une gestion peur d'autos, dénonciation quasi permanente de cas de malversation. Rien n'y fit. Pas de quoi inquiéter qui que ce soit. Qu'est-ce qui aura alors, mesdames, messieurs, fondamentalement, pesé lourd dans la balance pour l'éviction de l'un? Le statut des communes, un baromètre de contraintes ou de tolérance selon qu'on soit ville à statut particulier ou pas. Regard croisé dans un instant de deux experts en gouvernance locale sur deux types de gouvernance à polémique, mais avec deux dessins différents. Ce sera autour du thème gouvernance locale et bonne gestion au Bénin. L'assainissement des biens publics à l'épreuve de la politisation à outrance. L'instant débat, c'est tout de suite et maintenant. À ma gauche, sur ce plateau, Christian Yenoussi, il est conseiller municipal à Cotonou. Christian Yenoussi, bonjour. Bonjour, cher ami Joël. Merci d'être à nos côtés ce matin. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, un autre très averti des questions de gouvernance locale. Ça fait quelques jours déjà, par ici, oui, Raoul Glessoubé, c'est son nom, juriste, il est expert en gouvernance locale. Raoul Glessoubé, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et merci d'être à nos côtés ce matin. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Ok, sachez-le, c'est aussi partagé. Prime de maintien d'ordre octroyé au seul maire. Augmentation de plus de 100% des frais de représentation en 2017 sans délibération du conseil municipal. Vente non conforme au prix référentiel d'une partie du domaine public, attribution abusive d'une voie publique aux fins d'habitation, des irrégularités dans la passation des marchés publics et la nomination du personnel. En tout cas, il s'agit là de l'essentiel, mesdames, messieurs. On se souvient comme si c'était hier des griefs qui ont eu raison du fauteuil du maire de la très en vue ville de Cotonou, Christian Yenoussi. Aujourd'hui, 2 ans passés, et on est à quelques mois, si les données en restent là, d'une autre convocation pour élire de nouveaux maires. Alors, si vous devez regarder dans le rétroviseur, aujourd'hui, vous dites, si c'était à refaire ce que Cotonou a vécu, il faut y aller, ou il faut mettre vraiment beaucoup de gants. Merci. Et je ne dirais pas que cette intervention sera ma pensée personnelle, mais ce serait juste un relais de ce que j'ai entendu dire de la part de ceux-là même, camarades, conseillers et autres acteurs, qui ont participé à l'instabilité qui continue d'ailleurs à Cotonou, c'est-à-dire ceux-là qui ont été acteurs à l'interne des difficultés jusqu'à la révocation du maire, de l'ex-maire de Cotonou. Okay. Il faut dire qu'aujourd'hui, ceux-là, pour la plupart, nous confient qu'ils regrettent. Ils regrettent, je ne sais pas vraiment les contours de leurs regrets, mais de façon générale, c'est que ce à quoi ils s'attendaient, au bout du fil, ils n'ont pas vu les résultats, ils n'ont pas atteint les objectifs escomptés. En termes de gouvernance aujourd'hui à Cotonou, il est vrai que nous avons un ancien haut cadre qui est à la tête de la mairie de Cotonou, qui essaie de faire ce qu'il peut d'ailleurs, n'étant pas sorti d'une formation ayant une grande majorité dans le conseil, il lui est difficile de conduire sa politique personnelle pour atteindre ses résultats. Donc, de ce fait, il est obligé de suivre le rythme
qu'imprime le grand nombre de conseillers qui le portent. Voilà un peu ce à quoi on assiste aujourd'hui à la mairie de Cotonou, avec des résultats assez mitigés. Il est vrai, des efforts ont été faits, des réformes également ont été faites avec l'intérimaire, mais il reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire. On va se retourner vers Raoul Glissoué. Raoul Glissoué, 2 ans déjà, quelques mois pour un nouveau rendez-vous électoral. Le Bénin fait son bonhomme de chemin, mais pour de grands pas vers le développement inclusif. Lorsque vous marquez l'arrêt qu'il faut, vous observez ce que cette ville a vécu, les réalités aujourd'hui, l'espère se dit, si c'est à refaire, autant reprendre ce qu'on a vécu il y a de cela 2 ans, où il faut y aller avec beaucoup de gants. Là, vous évoquez la ville de Cotonou. Tout à fait. Écoutez, moi, je pense que les problèmes de la décentralisation aujourd'hui, en prenant le cas de la mairie de Cotonou, les problèmes restent entiers. Les problèmes restent entiers. Puisque les problèmes n'étaient pas, de mon point de vue, liés à la personne de Liali Soglo, ex-maire. Lié à la gouvernance. J'ai compris. Bon, à la gouvernance, d'ordre général, la décentralisation, le talon d'Achille de la décentralisation dans notre pays aujourd'hui, c'est les différentes formes de gouvernance imprimées par les différents maires qui ont accédé à la tête des communes depuis qu'on a commencé l'expérience de la décentralisation. Mais le cas à Liadi Soglo, puisque c'est de ça que vous parlez, et la révocation était un cas à la limite atypique. De mon point de vue, moi j'ai relevé 2 ou 3 choses qui pourraient rendre un peu stupéfait dans ce qui s'était passé. Non pas que je sois en train de conclure à l'inanité des griefs qui lui étaient reprochés, mais quand je prends, première chose, la procédure qui a conduit à sa révocation. La procédure, au plan technique, de mon point de vue, je n'évoquerai ici que les aspects techniques. Je ferai litière des aspects politiques, si vous le permettez. Il n'y a pas de problème. Bon, donc, l'aspect procédure, de mon point de vue, a été un peu vicié en ce qui concerne l'étape du conseil départemental de coordination et de concertation du département du littoral, qui devrait délibérer sur les griefs qui lui étaient reprochés. Ce conseil n'avait pas délibéré. C'était à tout le moins une décision unilatérale du préfet d'alors qui a conclu aux fautes qui lui étaient reprochées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la nature des fautes elles-mêmes ne me convainc pas, moi, suffisamment au plan technique. Au plan technique. Quand vous lisez les différentes fautes qui lui étaient reprochées et que vous lisez les différentes réponses qu'il a apportées, vous ne pouvez que être éberlué par rapport à ce qui s'était passé. Du coup, je donne un exemple. La dernière question qui lui était posée par rapport à l'incinération des valeurs inactives. Parce qu'il avait 10 questions qui lui étaient posées. La dernière question, c'est la question numéro 10. Pourquoi il a procédé à l'incinération des valeurs inactives pour effacer les traces des opérations qui sont passées. Mais sa réponse, de mon point de vue, est convaincante. Je ne prends que cette seule question pour ne pas perdre de temps sur ça. Mais il a dit non. Ce qui est vrai, qu'il revenait au receveur-percepteur d'organiser l'incinération des valeurs qui n'étaient pas placées les années antérieures. Et effectivement, le maire n'a rien à voir dans l'incinération des valeurs inactives. Le gestionnaire des valeurs inactives, c'est le receveur-percepteur. C'est lui qui garde les valeurs inactives, c'est lui qui les fait placer, c'est lui qui fait un rapport, qui juge de l'opportunité d'incinération et fait une fiche au maire pour la prise d'un arrêté
d'incinération, ce qui a été fait suivant la procédure. Mais pourquoi il faut reprocher une telle faute au maire, alors que il ne revenait pas au maire d'incinérer les valeurs inactives? La troisième chose que je trouve, en ce qui concerne la révocation du maire Liadi Soglo, c'est le contexte politique d'alors, le contexte sociopolitique d'alors, qui pourrait laisser croire qu'il y a une sorte d'acharnement à son encontre au regard de la position politique qu'il occupait, parce qu'il ne nous aura pas échappé qu'on venait d'organiser les élections présidentielles. Il a soutenu un autre candidat, il n'a pas cru devoir faire peut-être allégeance. De loin, c'est la lecture que je fais. Donc le contexte sociopolitique était tel que on pourrait soupçonner beaucoup d'autres choses qui, au plan technique, ne pourraient pas permettre d'apprécier l'objectivité des fautes qui étaient reprochées au maire Liadi Soglo. Maintenant, lorsqu'on prend de recul, on se rend compte que, effectivement, chemin faisant, les problèmes de la municipalité de Cotonou ne sont pas réglés après la révocation du maire Liadi Vinayon Soglo. Donc, de mon point de vue, la révocation n'était pas une solution aux problèmes que vivaient les populations de la ville de Cotonou. En tout cas, mesdames et messieurs, on est à l'heure du bilan, l'heure de la bilan pour la gouvernance locale. Que faire pour ne pas retomber dans les mêmes travers? Christian Yeloussi nous a donné un peu le ressentiment des siens. Mais qu'est-ce que le conseiller lui-même pense? Lui qui a été mandaté par les siens pour pouvoir conduire leur voix et être le répondant. Christian Yeloussi, comment vivez-vous ce moment? Non, il faut dire simplement que cette épreuve vécue a été, de mon point de vue, une expérience pour la démocratie en général et pour ceux qui aspirent à participer à la gouvernance locale et qui observent la vie politique au niveau local, surtout dans Cotonou. Ce doit être l'opportunité ou une opportunité pour nous tous de tirer des leçons, pas se prononcer sur ce qui s'était passé, puisqu'il y a des instances judiciaires qui s'en sont saisies et que et au titre des leçons, quelles sont lesquelles vous partagez avec nous? Il faut noter en un premier temps la fragilité de nos tests sur la décentralisation qui induit la vulnérabilité des gouvernants locaux. Les maires sont assez vulnérables. Voyez-vous, aujourd'hui, on est dans un contexte où tu es avec moi ou on te décapite. C'est un thème, tu es avec moi ou je te décapite. Voulez-vous dire que c'est une façon de caricaturer. L'on fait bien ou pas, votre posture que l'on est motivée par le fait que vous soyez proche ou pas. C'est ça, simplement. Okay. Parce que, voyez-vous, sur le terrain aujourd'hui, le terrain politique, il n'y a aucun maire aujourd'hui qui ne soit affilié ou bien qui ne soit sympathisant ou qui n'ait pas fait d'allégeance au gouvernement actuel. Alors, le calme auquel on assiste aujourd'hui a pour réponse la description que vous venez de faire. Oui. Sérieux. C'est aussi simple à constater. Donc, pour nous, il est important de toucher ces textes de loi. Mais qui peut les toucher ou qui peuvent les toucher? Je ne vois pas ceux qui sont là en place aujourd'hui capables de toucher à ces textes. Parce que nous sommes à l'approche de nouvelles élections, si les choses en restaient là, comme vous l'avez dit, et si le calendrier électoral était respecté. Mais s'investir dans de nouvelles élections, s'investir dans le combat pour conquérir des mairies et autres, pour que 2 jours, 3 jours, 1 mois, quelques mois après, vous soyez destitués ou bien qu'on vous reprenne tous vos élus. Ceci reste un questionnement, une préoccupation aussi grande qui interpelle tous les acteurs. Jeunes, nous aspirons quand même à gouverner, à participer
à la démocratie locale. Aujourd'hui, avons-nous le sentiment que la démocratie vit encore au niveau local? Je ne crois pas personnellement. Donc pour nous, c'est le temps de faire ces diagnostics et d'attirer l'attention des uns et des autres sur le danger que court la décentralisation au niveau local, faire de sorte à ce que ce qui peut être corrigé, qu'on corrige, ce qui peut être amélioré en tirant leçon de tout ce que nous avons vécu, en tirant leçon également de la gestion faite par les uns et les autres dans les autres communes d'ailleurs, et améliorer les choses pour le futur. Nous avons observé dans d'autres communes où il y a eu des cas de malgouvernance, comme Zanyalando, et ça dure depuis 2014. Ça n'a intéressé personne, parce que certainement, on n'a aucun intérêt à destituer ou à révoquer quelqu'un dans Zanyalando. Mais si de l'extérieur... Attendez, ce cas que vous évoquez justement... je vais finir. Ok, allez-y. Si de l'extérieur, on a ce sentiment que c'est seulement dans les communes ou bien dans les localités où il y a des enjeux politiques qu'il faut aller chercher à régler les problèmes de bonne gouvernance ou chercher à imprimer une façon de gouverner, là, ça pose un problème de gouvernance, même politique, qui frise un deux poids, deux mesures, comme on le dit. Ok, je reviens sur le cas Zanyando, puisque vous l'évoquez, mais dites, la révocation est intervenue, on l'annonçait tout à l'heure, ça fait déjà 2 ans. Oui. 2 ans passés. Bientôt, d'autres élections. Que s'est-il passé pour qu'entre-temps, en dépit des dispositions prises par les juridictions compétentes, que la mairie de Cotonou soit restée en intérimaire jusqu'à l'heure où nous parlons? Non, je n'ai pas les moyens nécessaires pour pouvoir dire ce qui s'est passé pour qu'on en reste encore là. Le maire, il est intérimaire. Ça pose également le même problème. À qui ça profite s'il était confirmé? À qui ça profite s'il reste éternellement intérimaire? Là reste la question. Tout se joue à ce niveau. Est-ce que politiquement, puisque c'est de ça il s'agit, est-ce que politiquement faire un nouveau maire de Cotonou, ça arrange quelqu'un? Donner une posture de maire à peut-être un futur concurrent pour les législatives, ou bien je ne sais pas trop les calculs qui se mènent derrière ce que vous voyez là. Donc, mais aujourd'hui, nous devons conclure que Cotonou a reçu un coup, un grand coup qui induit un retard considérable et une absence de satisfaction d'une manière ou d'une autre des besoins des populations à la base, ce pourquoi d'ailleurs nous avons été élus. Alors vous parlez de Zanyando avant de donner la parole à votre vis-à-vis. Vous avez sorti le mot enjeu politique. Mais Zanyando, c'est vrai par rapport à Cotonou, ce n'est pas une ville à statut particulier, mais c'est quand même stratégique. Et il s'agit aussi là de questions de gouvernance. Oui, c'est ça. Et puis l'élu en question... peut-être aujourd'hui, vous allez peut-être confirmer ça, mais est venu sous la bannière des FCBE. Est-ce que parler de politique n'est pas se tromper? Non, ce que je dis, c'est que Zanyalando même constitue quel enjeu pour quel enjeu politique? Zanyalando, moi personnellement, je ne connais pas le maire. J'entends souvent pas parler du maire. Donc, par rapport à Cotonou, est-ce qu'il gêne? Est-ce qu'il ne gêne pas? Là reste la question à mettre dans... Mais le maire, s'il ne s'affiche pas, qu'il ne constitue pas un problème pour quelqu'un, s'il ne dérange pas des intérêts politiques ou économiques, il fera autant de temps qu'il lui aurait plu de passer à la tête de sa commune. En dépit de ces... Les partenaires doivent avoir la sueur froide en vous écoutant là. Non, c'est la réalité, j'expose. C'est la réalité de notre pays. Voyez-vous, des maires qui gèrent mal des ressources, on dénonce. Il y a des instances qui peuvent sanctionner, mais personne ne sanctionne. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? La conclusion, c'est que ça n'arrange pas quelqu'un qu'il soit puni ou bien qu'il soit révoqué ou bien qu'il subisse les rigueurs de cette même loi qu'on a appliquée dans d'autres communes. Nous avons entendu parler également des cas de malversation et autres à Porte-Novo. Et on sait que des gens sont restés nuitamment ou bien par des raccourcis. Ils ont réglé des problèmes et puis personne n'entend rien. Voilà un peu l'état des lieux dans
la gouvernance locale et couplée à la politique au niveau local. Raoul Guessoubé, le cas Zignando, quand on en parle, beaucoup s'interrogent. Ce sont des mots en l'air ou la réalité des faits? On parle de malversation financière, on parle de détournement de fonds publics, mais silence radio, parlant de la suite de ces événements. Pour peindre le tableau, pour le spécialiste que vous êtes, que se passe-t-il à ce niveau quand on en parle? Okay, merci, mais avant d'aborder cette question, je voudrais quand même intervenir suite au point de vue émis par M. Christian sur ce qui concerne le diagnostic de la décentralisation ou de l'évaluation de la décentralisation. Les problèmes qui se posent sont des problèmes d'ordre général, comme je le disais, qui ne se limitent pas à quelques contorsions financières ou comptables des collectivités locales. Les problèmes vont bien au-delà de ces fautes qu'on reproche aux maires qui gèrent nos collectivités locales et qui, a priori, n'avaient pas le background nécessaire pour manager une administration publique locale. C'est pas évident. Je voudrais dire que c'est un problème plus politique qui se pose, politique sur plusieurs plans. Premier plan, c'est que déjà, problème de transfert de compétences, problème de transfert de ressources, problème de confiance entre l'État et les gestionnaires de nos villes. L'État pense que les gestionnaires n'ont pas les aptitudes requises pour bien gérer. Et à partir de cet instant, l'État a souvent peur de transférer les ressources. Vous voyez, et problème de ressources humaines de qualité aussi au niveau des collectivités locales. Vous voyez, c'est des problèmes du genre qu'on observe et qui affectent aujourd'hui la mise en œuvre de la décentralisation. Le problème politique m'amène à citer l'honorable candidat Zanaï en 97, lorsqu'il s'agissait de voter la loi, il avait donné une opinion qui est une opinion d'or. C'était quelle opinion déjà? Il dit qu'il rêve pour le Bénin d'une décentralisation où le pouvoir local peut être en contradiction avec le pouvoir central. Moi, j'ajouterais sans représailles. Il faut rêver d'une décentralisation où le pouvoir local peut être en contradiction avec le pouvoir central, mais sans représailles. Aujourd'hui, l'état des lieux? L'état des lieux, de mon point de vue, est que vous ne trouverez aucun maire. Vous avez évoqué le maire de Zaïlandou tout à l'heure qui aurait été élu sous la bannière des FCBE. Tout à fait. Allez le voir pour lui demander s'il continue d'être FCBE. Allez voir tous les autres maires qui ont été élus sous la bannière de FCBE et demandez-leur s'ils continuent d'être FCBE. C'est en cela que se pose le problème. Vous voyez, de sorte que dès lors qu'un pouvoir est établi, pouvoir central s'entend, les maires qui étaient élus sous la bannière du pouvoir central d'autres fois changent automatiquement. Ouais, pour rester en harmonie avec le pouvoir central. Ils vous diront non, c'est pour pouvoir permettre le développement de leur collectivité. Mais c'est faux, c'est superflu. C'est faux. C'est pour avoir une ceinture, moi j'appelle ça une ceinture de sécurité. Ouais. Tous les maires veulent avoir cette ceinture de sécurité politique et en s'engageant ou en engageant leur soutien au pouvoir central qui est établi. Pour cela dit, je reviens sur si vous le permettez, bien entendu, sur le cas du maire de Zaïlandou ou de la mairie de Zaïlandou. De la mairie de Zaïlandou. Vous savez, il y a un rapport, vous l'aviez dit dans votre mot introductif, accablant, dans lequel vous pouvez sans difficulté relever une myriade de fautes, de griefs portés contre ce maire-là, mais qui juste là n'est pas inquiété. Moi, je vais vous citer quelques irrégularités. Allez-y.
quand vous voyez le rapport, c'est un rapport de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires administratives, qui sont les meilleurs corps de contrôle de notre pays. Ouais, quand vous avez un rapport du genre et que vous voulez sanctionner, il n'y a que... Vous avez toute la possibilité. Il ne manquera que la volonté politique pour sanctionner. Il ne manquera que la volonté politique. Quand vous allez à la page 16 de ce rapport, on dit par exemple qu'il y a des rissounes qui sont payés, mais dont les montants ne sont pas concordants à des agents collecteurs. C'est le rapport qui dit, c'est des inspecteurs. Quand vous allez à la page 7, on a dit qu'il n'existe pas des preuves de reversement en ce qui concerne la mobilisation des recettes propres de la commune, qu'il n'y a pas des preuves de reversement des montants recouvrés dans la comptabilité. C'est le rapport qui conclut. Quand vous allez à la page 12 de ce rapport, on dit que le registre de suivi du recouvrement des valeurs inactives n'est pas bien tenu, qu'il comporte des plans, des ratures et des surcharges en comptabilité publique. Ouais. Quand vous allez à la page 13, on dit qu'il n'y a pas de document comptable justifiant que le receveur-percepteur a perçu le montant recouvré par les agents collecteurs. Quand vous allez à la page 21, on dit qu'il y a l'équipement du bloc administratif de la mairie dont le marché a été passé, mais qui est entaché d'irrégularité. C'est le rapport. Quand vous allez dans la gestion des affaires domaniales, vous allez à la page 17, on dit qu'il n'y a pas de registre des conventions qui soit tenu. Et qu'il y a une bonne partie, le tiers des conventions qu'on a constatées au niveau de ces affaires-là, que le tiers de ces conventions n'a pas requis le paiement des 4% qu'il faut payer, etc., etc. Je pourrais parler de myriades de griefs. Et malgré ça, rien n'a été fait pour inquiéter le maire. Alors que les inspecteurs ont recommandé, dans un premier temps, que le ministre de la décentralisation transmette le dossier en Conseil des ministres, par exemple, et que le ministre de la Justice, en Conseil des ministres, puisse prendre les dispositions pour saisir la justice. C'est peut-être en cours, comme on dit. Oui, c'est peut-être en cours. Ce que moi, je salue déjà, c'est vrai qu'il sera honnête de reconnaître, si on en est arrivé à une inspection, c'est qu'en temps, c'est l'État qui a donné les instructions. C'est le gouvernement qui a donné les instructions pour que les cadres aillent faire ce contrôle de vérification. On est d'accord? Mais on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Si, après les dénonciations, après les différentes lettres envoyées par les conseillers communaux, que ce soit dans les journaux, etc., l'État a pris sur lui la responsabilité d'envoyer des inspecteurs faire le contrôle. Depuis, bien entendu, 2017, parce que le rapport date de 2017, on est d'accord? Et que les inspecteurs sont allés faire leur vérification pour en arriver à des conclusions. Il suffit pour le gouvernement, à travers ses ministères concernés, ministères sectoriels concernés, ministère de la décentralisation, ministère de l'économie et des finances, ministère de la justice, de prendre les dispositions pour tirer au clair cette affaire, pour que les gens... Et c'est en cela que je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Christian qui disait que ça dépend de l'enjeu que la collectivité représente pour le pouvoir, oui. Avant que le pouvoir n'intervienne pour sanctionner ou pour ne pas sanctionner. Pourquoi ne pas être d'accord avec moi, je ne suis pas d'accord parce que l'enjeu n'est pas déterminant pour sanctionner lorsque des fautes sont commises. Que la commune soit une grande commune ou pas pédagogie, pour dissuader les autres, à éviter de commettre des fautes dans la gouvernance. Il faut commencer par sanctionner. Si on a fait à la mairie de Cotonou, parce que c'est une commune de grande taille, si on a fait à la commune d'Aplaoui, alors que c'est une commune de petite taille, on est d'accord? On peut faire ailleurs
lorsque les fautes sont avérées. Pour que les autres, parce qu'il s'agit de la gestion du bien public, il s'agit de la gestion des deniers publics. Qui gère pour autrui rend compte. Tout à fait. Lorsque vous gérez et qu'il y a des problèmes, nous ne sommes pas là à conclure que des infractions sont commises. A priori, il y a des organes pour s'en occuper. Mais déjà, il y a une question justement dans ce sens-là. Oui. Je vais la poser plutôt à Christian. Est-ce que la période aussi ne peut pas être un facteur dérangeant pour la poursuite du travail abattu par les inspecteurs, puisque vous êtes dans l'opérationnel, vous? Oui, et avant de répondre à cette question, il faut préciser que ce que je disais par rapport à ma position sur la volonté de punir ou de ne pas punir, de sanctionner ou de ne pas sanctionner, n'est pas exactement ce que M. Klesoupe a semblé interpréter ou comprendre. En effet, il faut dire simplement que les enjeux dont on parle, ou bien les principes évoqués par M. Klesoupe, sont les principes d'ordre général dans une gouvernance normale. Quand vous n'êtes pas dans un cadre normal de gouvernance et que vos objectifs ne sont pas de faire bien gérer ou bien de bien gérer, et que les objectifs sont ailleurs, là, vous créez votre cadre de gouvernance. Dans ce cadre de gouvernance, c'est à vous de dire c'est opportun pour moi à tel moment je peux punir, à tel moment je ne peux pas sanctionner. Quand vous sortez du cadre normal, connu de tous, qui est lié certainement à votre volonté de bien faire, comme tout le monde l'entend, là, il n'y a pas de problème. Mais quand vous dites, je n'ai pas de compte à rendre, je voudrais que tel s'aligne comme ça, tel s'aligne comme ça, à la moindre difficulté, vous vous positionnez là, vous rangez celui que vous avez en face tel que vous le voulez, puisque c'est vous qui voulez atteindre un résultat qui n'est pas le résultat connu de tous dans un cadre normal. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On vous comprend, les législateurs vous comprennent, mais c'est là justement le hic pour plus d'un. L'option d'aller à la gouvernance locale, ça a été une option débattue pendant des années. Décidé de concert dans un creuset bien défini et tout un peuple y a adhéré. Oui. Aujourd'hui, voulez-vous dire que les choses ont entre-temps changé et que ce cadre formel n'existe plus? Non. Le cadre existe théoriquement, mais on constate dans les faits que les choses ont rapidement changé. De la décentralisation, nous allons vers la reconcentration. Vous voyez le cas où sur une simple envie de faire quelque chose ou bien une volonté peut-être exprimée de vouloir bien servir, et c'est d'abord une approche qui est discutable de bien servir la population, on pense qu'il faut reprendre le volet gestion des ordures et tout ça là qui relevait de la compétence des communes à ces communes-là sur un simple coup de tête entre griffes ou bien sûr une simple volonté d'un homme. Mais c'est pas bien, puisqu'il faut tout au moins respecter le parallélisme des formes. Pour en arriver à la décentralisation, on est passé par des textes de loi. Mais pour reprendre une partie de ces prérogatives et des communes, il faut également passer par de nouveaux tests et réajuster tel qu'on le veut les tests nouvelle ère ensemble pour la décentralisation. Non, c'est pour vous dire que de la décentralisation qu'on connaissait, on va aujourd'hui ou bien on vit des moments d'une démocratie locale spéciale. Ok. On peut concevoir que c'est du pain béni pour les autorités au niveau de la commune de Zanyalando. Ça tombe plutôt à pic pour eux qu'il y a ce vent-là qui souffle. Lequel? Le vent du nouvel ère, les réformes sont là, mais désormais, c'est à la marche, quand on prend l'expression de votre vis-à-vis, au regard des aspirations profondes de qui donne les directives à suivre. Non, écoutez, moi, je ne me laisse pas inscrit dans ce registre qui pourrait permettre d'ouvrir une boîte à Pandore où chacun pourrait faire ce qu'il veut en fonction des affinités qu'il a avec tel ou tel autre. Je m'inscris dans la logique où nous sommes dans une république, il y a des textes de loi, et lorsque vous avez la charge
public, vous devez vous comporter conformément aux textes de loi. Alors, si on reste dans le cas où Zayando, c'est une commune comme on connaît, pour parler de ce cas, avec le statut qu'on lui connaît, bien loin de Cotonou, les fautes qu'on évoque aujourd'hui sont-elles, à votre avis, si graves pour taper du poing sur la table, où on peut fermer les yeux là-dessus et considérer qu'on est en fin de mandat? Vous savez, quel que soit le timing, même si on est au dernier jour de son mandat et que vous commettez une faute qui est avérée, il y a une première mesure qu'il faut prendre, la mesure de sanction administrative. La révocation d'un maire, c'est une sanction administrative qui n'arrête pas la poursuite judiciaire, parce qu'il n'y a que le procureur de la République pour conclure de l'opportunité de poursuite ou non. C'est à celui-ci que la loi permet de poursuivre tel ou de ne pas le poursuivre. Ce n'est pas un autre, fût-il chef d'État, ministre ou tout ce que vous voulez, de décider de la poursuite. C'est le procureur de la République qui décide de la poursuite. Mais ce que le gouvernement peut faire, ce que une autorité administrative peut faire, c'est d'infliger la sanction administrative. Ce qui a été fait pour le maire de Cotonou, ce qui a été fait pour le maire, au maire d'Aplaoué. Donc le maire de Zayando, de mon point de vue, le rapport qui a été produit par les inspections des finances et des affaires administratives est un rapport suffisant. Les fautes qui y ont été relevées sont des fautes suffisantes pour que le préfet qui a connaissance de ce dossier, le ministre de la décentralisation qui a connaissance de ce dossier, en arrive à enclencher une procédure de vérification et ou de sanction. Oui, on est d'accord? Et après l'avoir fait, bon, le maire, la révocation n'est définitive que lorsque les fautes qui sont reprochées ont été confirmées. Sont confirmées par l'autorité judiciaire. Bien aussi, on considère que c'est des faits qui sont passés par perte et profit, où il faut effectivement, vous qui êtes dans l'opérationnel, je le répète encore, taper expressément du poing sur la table. Non, dans l'opérationnel, on ne peut qu'avoir un point de vue un peu différent et un peu pratique que M. Glessoubé, qui se retrouve dans une posture d'éclaireur et de conseil beaucoup plus. Okay. M. Glessoubé parle souvent d'un pays où tout va bien, où le cadre est normal et tout se respecte et tout va pour le meilleur Christian, des cas. On parle du Bénin, le pays, tout ne va pas bien? Nous ne sommes pas. Je vous donne un exemple simple. Okay. Les villes ont à charge la gestion des déchets et les travaux d'assainissement. Tout à fait. Le gouvernement dit désormais, je prends ça en charge. Il n'y a pas eu de loi qui modifie les textes existants. Ça, c'est déjà un schéma à l'opposé de ce qui est normal. Quand on se retrouve... Avec concertation des conseillers, j'imagine. Aucune concertation ne peut se mettre au-dessus des textes de loi votés à l'Assemblée. C'est vrai. D'accord? Donc, quand nous nous retrouvons dans un contexte du genre, il faut conclure simplement que les choses se font selon les opportunités, selon les engagements pris à gauche, à droite, ou selon les objectifs qu'on veut soi-même atteindre. Mais quand c'est comme ça, on est dans une république qui ne peut forcément plus être appelée comme telle. Donc, chacun doit se battre pour sa survie dans cette république-là. Se battant pour sa survie, des maires ont choisi, des élus ont choisi d'aller vers un gouvernement, recevoir un parapluie nécessaire pour leur protection, pour faire le peu de chemin qui leur reste, parce que ne pouvant pas contredire. D'autres ont estimé que pour résister dans le temps, il faille peut-être se taire. Ils se sont tués. Nous qui le disons, nous ne sommes forcément pas contre tel ou tel, nous ne sommes pas forcément opposants ou bien mouvanciers, mais nous défendons un principe. Le principe consacré par les textes de la décentralisation.
Nous voulons de la démocratie à la base. Même s'il ne doit plus avoir de démocratie au niveau central, permettez-nous tout au moins d'exercer notre démocratie, que les conseils communaux puissent continuer de fonctionner librement et que les communes soient gérées de façon autonome. Alors, le silence observé jusqu'à présent, si on doit conclure sur la question, elle pourrait être motivée, c'est cela? Le silence du pouvoir? Oui. Non, moi je pense que j'aurais appris, je ne sais pas, je n'ai pas la preuve, j'aurais appris que le pouvoir, à travers le ministre de la décentralisation, aurait adressé une demande d'explication par le biais du préfet au maire sur les fautes à lui reprocher. Bon, si c'est le cas, si c'est avéré, c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Mais il reste à prouver ça parce que j'ai appris ça comme information qui a circulé très rapidement. Mais ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant pour dissuader. Il faut, tel que le dossier se présente, il faut faire observer une certaine célérité pour que les gens n'aient pas une autre impression. Vous voyez, le cas Aliadi Soglo, en moins de 2 semaines, tout est réglé. En moins de 2 semaines. Ça fait. On parle en termes d'années au niveau de Saint-Yandou. Oui, en termes depuis 2017. L'ESPER refuse de parler de politique, mais est-ce que la politique ne vous rattrape pas? Non, la politique. Non, vous savez pourquoi je ne veux pas me hasarder sur ce terrain de politique. J'ai l'habitude de donner un exemple en matière de sanctions qui pourraient avoir en dessous la même politique ou pas. Je donne l'exemple de la mairie de Djidja. Ouais, le maire de Djidja a été destitué. Le maire de Djidja a été l'un des premiers soutiens du président actuel, Patrice Talon. Et à l'avènement du pouvoir Talon, les premiers mois, ce maire il s'est débattu, il a tout fait, mais il a été destitué. Alors, assainissement des biens publics. Le gouvernement aurait pu, s'il encourageait la mauvaise gouvernance à la tête de nos collectivités locales, le gouvernement aurait pu empêcher la décision du maire de Djidja. À l'heure des grands défis, que faut-il souhaiter pour avoir une gouvernance locale empreinte de la bonne gouvernance d'après vous? Moi, je pense Et ça va être votre conclusion? Merci. Je pense dans un premier temps qu'il faut déjà respecter les tests que nous avons. Monsieur Christian a évoqué un aspect de gestion des compétences. La gestion des compétences par les collectivités locales en prenant le cas des ordures ménagères et que l'État prend sur lui la responsabilité de gérer. Je prendrai aussi le cas des projets d'asphaltage. Les voies urbaines relèvent de la compétence des collectivités locales. Et pourtant, c'est l'État qui réalise ces voies. Moi, je vois l'État... En France, aujourd'hui, on parle du désinvestissement de l'État. L'État se désinvestit au profit des collectivités locales qui gèrent la plupart des compétences. L'État est là pour les grandes orientations, les grandes programmations, les grandes réformes. Donc, je pense qu'il faut rêver de ça pour notre pays, pour que la décentralisation se porte mieux. Merci à vous. Et 30 secondes pour conclure. Non, pour conclure, il faut dire que nos tests sur la décentralisation sont à revoir. Il faut d'abord travailler sur la vulnérabilité, comme je l'ai dit tantôt, des élus, la qualité des élus, qui doit être élu, qui doit parler de la chose locale. Il faut vraiment que à la prochaine mandature, qu'on ait des élus qui puissent être capables d'apprécier un budget, de comprendre aisément les tests sur la décentralisation et nous inviter, nous tous, à respecter ce qu'on s'est donné comme test nous-mêmes. Merci à vous, Christian Yenoussi. Merci également à vous, Raoul Glessoubé. Respectez tous ce que l'on s'est donné soi-même comme orientation. Eh bien, tout le monde ne s'en portera que bien. 100% Bénin, on va s'en arrêter là. Je vous compagnie sur cette citation de l'artiste et écrivain français René Char. Prenons, dit-il, garde à ne pas nous laisser endormir. L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. Bonne méditation chez vous et à très bientôt. Merci.